Voilà un an que nous vivons tous au rythme de l'épidémie. 12 mois d'annonces, de mesures, de gestes barrières et parfois d'interdits. Pendant tout ce temps, la presse a-t-elle correctement fait son travail en donnant les bonnes informations au bon moment, de la bonne manière? Les journalistes sont-ils à la hauteur d'une situation qu'ils qualifient eux-mêmes d'exceptionnelle? On en débat. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et comme chaque semaine, 4 invités en plateau. Anne-Sophie Bailly, bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef du VIF, hebdomadaire d'information. Bernard Crutzen, vous êtes réalisateur indépendant et on parle beaucoup de votre film. Ceci n'est pas un complot. On en verra un extrait tout à l'heure. Jean-Jacques Jespers, vous êtes notamment président du Conseil de déontologie journalistique. Merci de venir éclairer nos lumières aujourd'hui. Et puis Laura Calabrese, vous êtes professeure de communication à l'ULB. On va aussi entendre ce que vous avez à dire sur notre travail et vous pourrez tous les quatre être libres et critiques dans vos propos. Mais avant cela, une archive, il y a un an, c'était le branle-bas de combat médiatique. La Belgique tenait son premier malade du coronavirus, bien isolé. Et le mot d'ordre à l'époque, vous allez le voir, c'était de rester rassurant. Arriver avec le sourire, car il faut avant tout rassurer. La ministre Maggie De Blok confirme en cas de coronavirus en Belgique, mais le patient infecté ne présente pour le moment aucun symptôme. Il est isolé mais se porte bien. Moi j'estime que c'est un cas peut-être mild, moderate, donc ça va passer dans quelques jours. Il va rester aussi en quarantaine pendant 14 jours, de mon opinion. Et donc moi je n'expecte pas des complications chez lui. En attendant, la personne a été transférée à l'hôpital Saint-Pierre où elle est prise en charge par le personnel médical spécialisé. Le patient est pris en charge en fonction de sa pathologie. S'il n'est pas inquiétant et qu'il a de petits symptômes, on le met dans une chambre pas tout à fait normale. C'est une chambre d'hôpital mais qui est mise sous pression négative. Ça veut dire qu'en fait l'air est retenu dans la chambre et donc les virus qui se trouvent dans l'air restent dans la chambre, ne passent pas dans les couloirs et ne peuvent pas s'étendre ailleurs dans l'hôpital. Mais avant de rentrer dans la chambre, le personnel doit suivre minutieusement une procédure en 7 étapes. On passe une blouse, des gants, on a aussi un masque de type FFP3, respiratoire, une protection haut niveau, et ensuite des lunettes pour protéger les muqueuses et également une charlotte sur la tête. Le patient restera dans l'hôpital encore quelques jours pour voir comment évolue son état. Concernant les 8 autres Belges rapatriés, les tests sont négatifs, mais ils ne peuvent pas encore quitter l'hôpital de Neder-Overhembeek. Ils ne posent pas de risque pour d'autres personnes, donc les précautions vont être diminuées un peu dans le groupe. Ils resteront bien sûr dans l'hôpital et ils seront suivis régulièrement avec des tests pour voir si peut-être quelqu'un va encore commencer à excréter le virus. Selon la ministre de la Santé, la situation est donc sous contrôle. Elle appelle tout de même les personnes qui se sont rendues en Chine à consulter un médecin généraliste au moindre symptôme. Voilà, ça c'était l'état d'esprit il y a 12 mois de ça. Anne-Sophie Bailly, comment est-ce qu'on traitait au VIF l'Express le coronavirus il y a un an de ça? Est-ce qu'on se doutait de ce que ça allait être? Est-ce que c'était une info parmi d'autres? Mais alors justement, d'abord merci de me recevoir et puis comme vous m'avez appelé hier pour savoir si je voulais participer à l'émission, je me suis dit mais tiens, effectivement ça va faire un an de couverture médiatique sur la crise sanitaire du coronavirus et je me suis dit mais c'est l'occasion de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur et de voir effectivement qu'est-ce qu'on a fait pendant un an et donc je me suis replongée dans les archives, j'ai pris une pile de VIF, j'ai regardé les covers, j'ai regardé ce qu'on avait fait comme débat, j'ai regardé un peu ce qu'on avait fait sur le site du vif.be. Et en fait, la première cover qu'on a fait sur le coronavirus, c'était le 28 février et c'était autopsie d'une pandémie mondiale. Et donc là, en fait, on découvrait un peu le virus, ce qu'est un coronavirus. On était parti à la recherche du patient zéro, enfin ce genre de choses-là. Et puis après, j'ai vu, les covers, c'était les anti-masques ont-ils raison? Le Covid m'a tué. Tracing le grand foutoir. 15-25 ans, une génération sacrifiée. En juin, on avait les Belges et la crise. Ils sont satisfaits. Un zoom sur Maggie De Blok. Gouvernance, transparence en crise, comment manifestant en vous l'avez crise. beaucoup couvert. Est-ce que c'était vraiment finalement votre cœur de travail? Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, surtout, on a abordé la crise, je pense,
pas uniquement dans sa dimension sanitaire. Et c'est ça que je voulais souligner. C'est qu'en fait, on a abordé plein de volets, plein d'angles. On a abordé un impact économique, on a questionné les politiques par rapport à cette gestion. Les experts aussi, prenaient-ils trop de place, pas assez de place, etc. Et donc, c'est parce que c'est une critique qu'on a souvent entendue sur la manière dont les médias gèrent, ou en fait ont couvert cette crise. C'était qu'on a subi un peu une dictature des chiffres, je dirais, on a alimenté un climat anxiogène. Et quand je regarde les archives, en fait, je vois que ce n'est pas la réalité, puisqu'on a effectivement abordé ça de tellement de manières différentes qu'on ne peut pas dire que c'est... Une couverture diverse, vous dites, en tout cas pour votre média. Laura Calabrese, avec vos étudiants du LB, vous allez leur dire quoi quand il va falloir se pencher sur cette histoire très contemporaine de la pandémie et sur la façon dont la presse l'a couverte? Eh bien, la première chose qu'on va faire, c'est tout d'abord constituer des grands corpus comme on le fait à l'université, c'est-à-dire on va se pencher vraiment sur ce que les médias ont dit. Donc ici, on n'a pas encore eu ce recul et on n'a pas encore fait ce travail, on n'a pas encore des résultats quantitatifs sur ça. Donc voilà, on est ici sur des impressions. Nous, on travaille toujours avec... Mais votre impression, c'est quoi? C'est que les médias ont relayé finalement un discours qu'on disait très rassurant il y a un an et puis entre-temps, il a franchement évolué, on peut le dire, ou bien est-ce qu'il y a eu une espèce de ligne directrice qui, on entendra après Jean-Jacques Jespers là-dessus, mais est-ce qu'il y a eu une ligne directrice claire et qui est celle qui devrait être celle de la presse? Il n'y a pas eu de ligne directrice puisqu'on est dans un pays où il y a une diversité de médias en termes de ligne éditoriale, en termes de support. Voilà, il y a une énorme diversité, il y a des débats contradictoires, donc il n'y a pas eu de ligne directrice. Par contre, si on se penche sur cette critique que l'on a fait, que l'on fait maintenant aux médias, à savoir ont-ils été trop anxiogènes, est-ce qu'ils ont trop couvert la crise? Alors là, je mettrais tout ça en perspective en disant, ça c'est un tropisme qui revient à chaque fois dans des moments de crise, et spécialement à des moments de crise sanitaire. On l'a vu pour le H1N1, on l'a vu pour la crise de la vache folle. C'était exactement, et j'entends exactement les mêmes discours. Alors il faut savoir qu'il y aura toujours quelqu'un pour dénoncer un emballement médiatique. Pourquoi? Parce que c'est une perception qui est subjective, parce que la perception du risque, elle va varier d'un groupe à l'autre, et en fonction de notre âge, de notre expérience personnelle, de notre confiance dans les institutions ou pas. Ça va varier. Et puis enfin, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des études qui ont été faites qui montrent que le public médiatique sous-estime systématiquement les risques sanitaires, mais surestime un autre type de risque qui est sécuritaire. Par exemple, les attentats, etc. Donc là, vous voyez que c'est intéressant. On sous-estime le risque. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les médias se sentent un peu obligés de prévenir les gens qu'ils risquent d'être contaminés? Oui, bien sûr. Alors je me tourne vers Jean-Jacques Jespers. Est-ce que les médias font leur rôle quand ils préviennent, ou bien est-ce qu'ils sont dans un simple relais de paroles d'État, quelque part? Mais d'abord, je crois qu'il faut dire que quand cette crise est survenue, il n'y avait pas de vade-mecum. C'est la première fois qu'on est confronté à une pandémie de cette importance mondiale. Et donc, c'est la première fois aussi que les journalistes se posent la question de la façon dont ils doivent couvrir cet événement. Et je pense aussi que dans la manière dont ils fonctionnent, dans la manière dont les médias fonctionnent, quand on dit les médias, encore une fois, comme l'a dit Laura Calabrese, ça ne veut rien dire parce que chaque média a sa ligne éditoriale et les médias audiovisuels ne sont pas les mêmes que les médias écrits ou en ligne. Mais quand les médias fonctionnent à propos d'un événement comme celui-là, ils ont les mêmes réflexes que par rapport à n'importe quelle autre situation. Événementialiser, se préoccuper d'abord de ce qui touche les gens le plus près possible, ce qu'on appelle le mythe de la proximité, faire le plus d'informations pratiques à l'usage direct du public, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une position particulière et spécifique de la plupart des médias à propos de la crise. Ils ont réagi de la manière dont les médias réagissent d'habitude face à un événement. Je vais être direct. Est-ce qu'ils ont fait de la course à l'audience quand on voit qu'on diffusait en direct des conférences de presse, qu'il y avait des éditions spéciales? On peut faire le reproche à certaines chaînes de télévision d'avoir diffusé en direct les conférences de presse, parce qu'une conférence de presse, comme son nom l'indique, c'est destiné aux journalistes, pas au public. Et donc, faire de la communication au nom du gouvernement en lui ouvrant l'antenne au moment où il fait sa conférence de presse, ça, je dirais, du point de vue de la déontologie de l'information, ça pose une question. Mais, en gros, je pense que les réflexes des médias n'ont pas été différents de ce qu'ils auraient été
face à un autre événement. Alors, on entendra Bernard Crutzen dans un instant, mais je reviens vers vous, Anne-Sophie Bailly. Vous dirigez l'Express, vous avez travaillé dans d'autres médias. Est-ce que dans les médias, on a le personnel requis pour couvrir une pandémie comme celle-ci? Je vais prendre un exemple. Quand survient une crise politique, on a dans toutes les rédactions des journalistes qui suivent la politique depuis 10-15 ans. Quand survient un événement sportif ou économique, on a des journalistes qui suivent ces questions-là depuis longtemps. Mais est-ce qu'on avait des journalistes dans les rédactions, au VIF ou ailleurs, ayant tous les relais pour poser les bonnes questions, pour trouver les bons interlocuteurs? Ou est-ce qu'à un moment donné, de nouveau, faute de moyens, on s'est un peu précipité et on n'a pas toujours fait le travail d'enquête requis? Alors je vais parler pour le VIF, évidemment, je ne peux pas parler au nom des autres médias dans ce cas-ci, mais clairement au VIF, par chance, oui, j'avais des journalistes spécialisés en santé. C'était une volonté d'ailleurs du VIF de se positionner in tempore non suspecto davantage. Et vous avez cette impression-là quand vous lisiez vos concurrents, que ce soit de la presse quotidienne ou quand vous regardiez Oui, parce que je pense qu'effectivement, comme dit Jean-Jacques, tout ce qui touche de près à la population est quelque chose qui intéresse les gens et donc fatalement que les médias vont relayer. Et donc la santé, c'est quelque chose qui est tellement important dans la vie des gens que je pense qu'il y a peu de médias qui n'ont pas de spécialistes santé maintenant à l'heure actuelle. Il y a des pages dans les quotidiens, il y a des émissions dans les médias audiovisuels sur les thématiques de la santé. Donc les relais n'étaient pas spécialement compliqués à trouver. Et puis c'est toujours la même mécanique qui se met en route, quelle que soit la thématique qu'on va aborder. Si on reprend la thématique des attentats, mais on va trouver les relais. On aura les spécialistes du terrorisme, on aura les spécialistes de la géopolitique. Oui, donc là, en tout cas pour le VIF, je pense que ça n'a pas posé un problème majeur. Bernard Crutzen, vous n'avez pas eu ce sentiment-là quand vous lisiez la presse? Vous n'aviez pas l'impression qu'on vous donnait une information, si j'en prends votre film, qui était à la hauteur de ce que vous attendiez, en votre expression? Alors d'abord, je voudrais dire que c'est déjà très compliqué pour moi de participer à cette sorte de mascarade, parce que je trouve que, vu la dimension de la pièce, l'éloignement qu'on a tous, c'est déjà... C'est une règle ABX, on a demandé et on impose à tout le monde de porter le masque, et c'était la condition pour vous venir en plateau. Tout à fait, donc je ne l'enlèverai pas, je vous rassure. Simplement, c'est déjà une campagne de communication, parce qu'on a tous touché la porte du studio en arrivant, ça veut dire qu'on a tous poussé sur la sonnette, ça veut dire que le virus, si vraiment il était aussi contagieux qu'on le dit, on l'a déjà tous en nous. Je ferme la parenthèse. La question par rapport à... Moi, l'impression que j'ai eue, c'est que quand je dis les médias, parce que ça m'a beaucoup été reproché de faire un amalgame avec tous les médias, moi je parle des médias que la plupart des Belges regardent, c'est-à-dire la grand-messe du JT, qu'elle soit sur RTL ou les RTBF, et les gros titres des journaux, c'est-à-dire ceux qu'on partage d'un clic. Tu as vu, il y a encore 12 500 nouveaux cas. Mais vous leur reprochiez quoi quand vous regardiez les journaux, la grand-messe du JT? La grande JT, elle était anxiogène pendant des mois, y compris en été quand il n'y avait plus rien. On continuait à bombarder les gens avec des nombres de cas sans leur préciser qu'on avait quintuplé le nombre de tests qu'on faisait. Alors évidemment, les cas remontent quand vous faites 5 fois, 10 fois plus de tests. Mais ça, les médias le disaient, oui, ils l'ont dit dans des débats contradictoires, si on peut appeler ça des débats contradictoires. Il fallait lire le petit entrefilet. Mais si vous regardez les titres, ça a été pendant des mois et des mois une communication anxiogène, et ça continue. Je dirais là, maintenant, dans les hôpitaux, il n'y a plus personne. Les autres qui sont autour du plateau, qui voudraient réagir à ce que dénonce M. Crutzen? Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites, c'est-à-dire que le fait de donner des chiffres absolus, des chiffres bruts, ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense que les chiffres n'ont de sens qu'à partir du moment où on les compare avec des échelles de valeur. Par exemple, il y a eu X morts. Qu'est-ce que ça représente comme surmortalité, par exemple? Qu'est-ce que ça représente par rapport à la mortalité d'autres maladies, si on fait des comparaisons? Qu'est-ce que ça représente par rapport à la population du pays? Parce qu'on a dit souvent la Belgique est un des pays les plus touchés, mais par rapport à la population ou à la densité. Quand la publication des chiffres au quotidien. La publication des chiffres bruts, à mon avis, d'abord, elle est insignifiante. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut les mettre en perspective, il faut les mettre en comparaison, il faut les mettre en contexte. Sinon, effectivement, ça peut avoir un effet anxiogène parce qu'on a l'impression que de jour en jour, comme ça, il y a une évolution très rapide des chiffres. Mais ce n'est pas le cas. Laura Calabrese. Alors pourquoi est-ce que ça ne devrait pas être anxiogène? Est-ce que le rôle des médias d'information, je répète, d'information, c'est de rassurer les gens? Tout d'abord, je ne sais pas si c'est une bonne question qu'on doit se poser. Est-ce que les médias ont fait une couverture anxiogène ou pas? Ça veut dire quoi exactement? Donc, comme le dit mon collègue, effectivement, il y a des chiffres qui n'étaient pas lisibles. Oui. Et il y a beaucoup de journalistes qui ont fait un énorme effort sur la visualisation des données, ce qui est très difficile à faire. J'en connais plusieurs journalistes, d'autres ne l'ont pas fait.
Donc voilà, on peut pas... alors, est-ce que le rôle des médias d'information, c'est de rassurer les gens quand il y a une situation qui est anxiogène? Donc, avant la couverture, c'est la situation qui est anxiogène. Donc voilà, ça, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est pas comme s'il n'y avait rien du tout qui était en train d'arriver dans notre quotidien. Je voudrais aborder votre film. Ceci n'est pas un complot. Vous y dénoncez plusieurs aspects de la gestion de la crise, certaines décisions politiques, mais aussi le rôle de plusieurs experts et puis la façon dont les médias relayent l'information. Voici un extrait de Ceci n'est pas un complot. C'est le début de votre réflexion. On va la commenter ensemble. Tout a commencé par une vidéo tournée au smartphone dans un hôpital de Bergame, en Italie. Suite à la diffusion de ces images dramatiques, la saturation des hôpitaux va devenir le point focal de toutes les politiques de santé publique. C'est que depuis des années, la plupart des gouvernements a rationné le nombre de lits dans les hôpitaux par mesure d'économie. Il ne faudrait pas que ça leur soit reproché, alors ils tremblent. Ce qui m'a interpellé, c'est l'universalité et l'omniprésence de la consigne. Il faut aplatir la courbe et pour cela, rester à la maison. Gardons notre calme et poursuivons nos efforts. Une initiative des autorités belges. Tous les communicateurs le savent, la répétition d'un même message, encore et encore, est la base de la propagande. Please stay at home. S'il vous plaît, restez à la maison. Alors Bernard Crutzen, c'est vraiment un terme très clair. Les médias ont fait de la propagande pour masquer quelque part les économies que le gouvernement ou que les gouvernements avaient voulu faire dans les soins de santé. C'est ce que vous dites dans cet extrait-là, en tout cas. Dans cet extrait-là, vous verrez aussi qu'il y a beaucoup d'affiches. Donc, je ne sais pas si vous incluez les médias d'affichage dedans. Moi, j'ai trouvé absolument hallucinant que pendant 3 mois, il n'y avait pas un panneau à Bruxelles qui ne portait pas STCF. Ça veut dire que tout d'un coup, on ne pouvait plus parler de rien. Enfin, je trouve ça un matraquage. Oui, je n'ai pas d'autre mot. C'est de la publicité. Ça, ce sont des panneaux qui sont loués par des agences de publicité. Ça n'a rien à voir avec les médias d'information, ce que vous dites. Non, mais pour le grand public, c'est un média. C'est pour ça que je dis quand les médias répandent la peur, si c'est tous les médias. La notion de média, alors évidemment. Madame Calabrese, vous vouliez réagir à cet extrait-là. Oui, alors l'universalité de la consigne. On est dans une pandémie qui est globale. Donc, le message, il se répand et on a tendance à le répéter, à le répercuter. Alors que ce soit clair que moi, personnellement, et je pense que personne n'est là pour défendre quoi que ce soit. J'ai plein de critiques que je peux faire à cette couverture médiatique. D'ailleurs, j'ai ma liste. J'ai déjà commencé à travailler sur ça, puisque c'est de ça dont je vais parler dans mes cours aussi. Mais je trouve que là, on a vraiment raté une opportunité de poser les bonnes questions. Alors, j'ai vu que dans votre film, il y a quelqu'un qui dit, si ce n'est pas vous, puisque c'est raconté à la première personne, voilà, c'est très subjectif, mais qui dit comment ont-ils pu prévoir qu'il allait y avoir d'autres vagues? Eh bien, parce que c'est de sens commun, parce que c'est ce qui arrive dans les épidémies, parce que c'est ce qu'on appelle le principe de parsimoine, le principe d'économie des hypothèses. Et donc voilà. Et par contre, on n'a pas posé une bonne question, c'est alors qu'on savait, pourquoi on n'était pas préparé? Bernard Crutzen, vous avez mis je ne sais pas si on l'a vu à l'image, mais vous êtes caché le visage. On ne pouvait pas. Moi, j'ai un Marie Gilbert, j'ai un Yves Copiters, malheureusement que je n'ai pas pu garder au montage, qui me disent que non, les épidémies, ça n'a pas de deuxième vague. Ça a éventuellement rebond, mais ça n'a pas de deuxième vague. Et dans le premier rapport de M. Van Rans, du Gaze, on dit déjà le risque. Donc on est le 14 avril, et le 14 avril, on nous parle déjà d'une deuxième et d'une troisième vague. Marie Gilbert, aujourd'hui sur Twitter, c'est d'ailleurs un peu décalé en disant on n'a pas retenu les bons propos, on manipule mon propos. Alors, est-ce que vous ne chipotez pas quand vous dites ce sont des rebonds plutôt que des vagues? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de jouer un peu sur les mots? Écoutez, je mettrai l'extrait de M. Copiters en ligne, comme ça tout le monde verra ce qu'il a dit. Je manipule. Simplement, quand vous faites un montage 3 mois, 4 mois, 6 mois après avoir interviewé les personnes, il y a des choses qui ont évolué et je pourrais faire dire à M. Copiters ce qu'il m'a dit. Ça, ce serait de le mettre très mal à l'aise. C'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas retenu. Moi, je dis simplement que quand Madame dit la consigne mondiale, est-ce que donc la consigne, pourquoi est-ce qu'on doit aplatir la courbe? Pour éviter la saturation des hôpitaux. Il y a des hôpitaux saturés à Kinshasa, il n'y en a déjà pas pour un accouchement. Alors on va faire croire aux gens qu'à cause du Covid, on doit limiter la saturation des hôpitaux, y compris dans les pays où il n'y en a pas. Je veux dire, c'est du délire. On est en train de faire croire que cette pandémie est absolument mondiale et que partout on souffre. Il y a des tas de pays où cette pandémie n'existe plus depuis longtemps, où elle n'a même jamais existé. Mais les médias ici nous confortent dans l'idée qu'on est dans une pandémie absolument monstrueuse, avec zéro
0,02% de la population mondiale qui est décédée du Covid. Et ça, on ne remet pas... 0,002%. Alors, on a personnes qui sont mortes. éditorialiste de BX1 qui a fait le comparatif et qui dit finalement le Covid a tué autant de personnes que la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est sur un an. Alors que la Seconde Guerre mondiale a duré 4 ans, 4 ans et demi. Bon, voilà. Je serais curieux de voir son comparatif. Vous pourrez le regarder, c'est un éditorialiste de BX1. Très bien. J'ai une question pour vous, Anne-Sophie Bailly. La crise, est-ce qu'elle a pesé lourd pour un journal comme le vôtre? Est-ce qu'à un moment donné, les annonceurs se sont retirés à cause de la crise, ou est-ce qu'au contraire, le public a suivi parce qu'en temps de crise, les gens ont besoin de savoir, ou les unes dont vous nous avez parlé tout à l'heure font vendre? Oui, alors effectivement, ça a eu un impact vraiment positif sur le marché lectorat. On a vu les ventes au numéro s'envoler, les abonnements également, la fréquentation des sites aussi. Je vois 2 explications par rapport à ça. La première, c'est surtout pendant le premier confinement, c'est que il y avait peu de commerces qui étaient ouverts, sauf les librairies. Donc les gens ont eu du temps pour lire et pouvaient se rendre dans une librairie pour acheter des magazines. Mais quelque chose de plus fondamental, je pense aussi que les gens ont eu un besoin de s'informer par rapport à cette situation. Et des gens qui s'informaient jusqu'ici peut-être avec les réseaux sociaux ou les médias gratuits se sont rendus compte qu'en fait cette information n'était pas suffisante, ou qu'en tout cas ça ne répondait pas à leurs questions, à leurs interrogations, et se sont tournés vers un autre type de presse, et qu'ils ont accepté pour ça de payer pour de l'information. Ça, je pense que c'était donc le côté lectorat. Évidemment, le côté annonceur, par contre, c'est totalement effondré du jour au lendemain. On a eu des annulations d'annonces à gogo. Et donc, dire que les médias auront profité financièrement de la crise, ça, c'est leur faire un faux procès, malheureusement. Alors, peut-être une question pour Jean-Jacques Jespers et Laura Calabrese. On a souvent utilisé l'image de la guerre. Nous sommes en guerre contre le virus. Est-ce qu'on peut dire que les journalistes ont eu une approche de journalisme de guerre, ou parfois une espèce d'unité nationale qui fait qu'ils ne sont peut-être pas autant dans la critique qu'ils le seraient sur d'autres situations? Est-ce que vous, en observateur académique des médias, vous avez eu cette impression-là aussi de crise telle que finalement les journalistes ne faisaient plus leur travail d'analyse? Eh bien, merci Jacques. Disons qu'il y a eu plusieurs moments dans cette couverture. Il y a eu le moment de la découverte, et puis les médias d'information sont entrés dans une étape de pur événementiel, où c'était les chiffres, beaucoup de chiffres. Et là, ils ont fait beaucoup d'infoservices. Donc, on a beaucoup relayé les informations du gouvernement. Et le temps de l'analyse est venu après. Il est venu après. Par contre, je me souviens d'avoir lu des papiers de journalistes qui, depuis le début, se posaient la question, est-ce qu'on n'est pas trop en train de faire caisse de résonance par rapport à la communication du gouvernement? Je me souviens très bien parce qu'on m'a appelé pour parler de ça. Donc depuis le début, ils se posent ce genre de questions. Et je voudrais une réponse brève, parce qu'on arrive à la fin de ce débat, on a posé beaucoup de questions. Mais est-ce qu'on a donné une vraie place dans les médias aux voix dissonantes? Est-ce que dans le vif, on a donné la parole autant à ceux qui contestaient le confinement, qui contestaient la gestion de la pandémie, qu'on l'a donné aux membres du gouvernement ou aux experts du GIES en son temps pour expliquer pourquoi il fallait tout fermer? Alors, je ne sais pas si c'est autant, parce que je n'ai pas fait l'exercice de compter, mais effectivement, on l'a donné. Le slogan du VIF, c'est « Oser douter ». Et ce n'est pas qu'un slogan, c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire en accordant une large part au débat, à la diversité des cartes blanches et des opinions qu'on publie notamment en ligne. On ne veut pas se profiler comme un guide du média qui détient le savoir, mais au contraire, on veut montrer une pluralité d'opinions. Parce que ça, c'est quelque chose que vous dénoncez. Souvent, vous dites finalement, on est relayé quand on essaye de contester la politique, la gestion de la pandémie. On est relayé et parfois même censuré, vous avez dit dans votre reportage. Oui, madame donne l'exemple des cartes blanches, c'est très clair. C'est-à-dire que oui, les paroles dissidentes ont été relayées aux cartes blanches. C'est-à-dire qu'on leur laisse leur donner leur opinion. Mais j'ai vu peu de journalistes contester le discours dominant, celui des experts officiels du gouvernement. Ça a été fait petit à petit, mais il a fallu 3 mois en tout cas. Je ne suis pas d'accord. Je veux quand même dire une chose, c'est que la logique du débat, elle est très positive. Il faut effectivement ouvrir le maximum possible le débat, mais elle a ses limites aussi. Ceux qui contestent le fait que la Terre est ronde,
c'est pas la peine de leur donner la parole non plus. Hein. Allez, Oui, et puis, Laura Calabrese. je veux dire, monsieur, vous passez dans une émission en grand public, donc vous ne pouvez pas non plus dire qu'on vous coupe la parole ou qu'on vous n'avez pas d'espace médiatique. Donc Je voilà, parle pas de moi ici, non. Je ne parle pas de moi. Je parle d'experts comme le professeur Laterre, comme Bernard Antier, comme Caroline Verdermeer, qui sont des gens qui, au début, ont essayé. Ils ont dû faire une carte blanche qui a été publiée dans Le Vif au mois d'août pour pouvoir commencer à être entendus. Et puis on leur est tombé dessus en disant « Ah, mais vous vous êtes trompé parce qu'il y a une deuxième vague. Alors vous disiez qu'il n'y aurait pas de deuxième vague. » Sauf que M. Van Raan s'est trompé 40 fois durant ce truc et que personne lui a dit qu'il se trompait chaque fois. Et il est toujours là. Ce que je trouve incroyable, c'est que vous m'avez invité sur ce plateau pour parler d'un film. Il y a des choses dans ce film assez... Par exemple, les conflits d'intérêts énormes de M. Van Raan, dont aucun journal n'a encore parlé, alors que c'est là, tout le monde le vit, il suffit d'un clic, vous allez voir. Je vous avais dit qu'on était aujourd'hui dans un débat sur la gestion médiatique, le traitement médiatique de la pandémie. Les gens qui veulent avoir un avis sur votre film peuvent le regarder, il est libre d'accès. On a beaucoup débattu et on en vient à l'argument recevable. Oui, ça passe vite. Hein. Je ne vous avais pas menti. Anne-Sophie Bailly, un argument recevable dans ce que vous avez entendu aujourd'hui, dans les critiques ou les avis plus... Mais je vais rejoindre l'avis de Laura Calabrese, quand elle dit qu'il faudra effectivement faire une analyse un peu plus à froid, de voir effectivement ce qui a bien été fait et ce qui a été moins bien fait, parce qu'il y a certainement des leçons à apprendre de cette crise. Monsieur Crutzen, un argument recevable quand même dans le chef des médias? Déjà de m'avoir reçu, c'est très bien. Jean-Jacques Jespers. Non, je crois qu'effectivement, il faut insister sur le fait que les chiffres doivent être mis en perspective et que peut-être ils ne l'ont pas toujours été assez. Laura Calabrese, le mot de la fin. Oui, j'ai entendu plein de choses recevables, d'autres moins recevables. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps de faire la critique vraiment de la couverture médiatique, parce que ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Et donc, ce sera peut-être pour une autre fois. On espère en tout cas vous recevoir. Merci à tous les quatre d'être venus, d'avoir regardé ce débat, d'y avoir participé pour vous. On se retrouve très bientôt sur ce plateau pour d'autres échanges.